à partir de la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, la folie, qui était une expérience relativement peu importante tout au long de l'époque chrétienne, brusquement prend une importance tout à fait considérable et inattendue. Il m'a semblé en quelque sorte que l'expérience de la mort, qui, dans les dernières années du gothique, avait été si importante, disparaît pour être remplacée par une expérience de la folie du monde, de la déraison des hommes et des choses, et à la menace de la mort qui pèse sur les individus se substitue la menace d'une sorte de grand délire qui risquerait de menacer le monde. Et il me semble que toute la Renaissance a été plus ou moins dominée, ou en tout cas comme menacée, par ce grand mythe, ce grand thème de la folie et de la déraison qui menace les hommes et les choses. De cette menace, on a évidemment toute une série de témoignages, soit des témoignages qui sont picturaux, c'est la Nef des Fous que l'on retrouve si souvent dans la peinture de la Renaissance. Ce sont des témoignages littéraires aussi. Il y a des poèmes, le poème de Brandt par exemple, qui a été consacré également à la Nef des Fous, à Stultifera Navis. Et puis il y a aussi des textes philosophiques qui représentent comme la défense contre cette peur de la folie. Le texte d'Érasme, l'éloge de la folie, n'est pas tellement un éloge véritablement de la folie. Il s'agit simplement, au fond, je crois, pour Érasme, de montrer que la folie, ce n'est pas quelque chose de si important et qui menace le monde jusque dans ses fondements. Il s'agit simplement pour lui de montrer que la folie, ce n'est pas autre chose que le cortège. Et comme la danse un petit peu fantaisiste et pas tellement sérieuse des défauts et des folies mineures des hommes. Au XVIe siècle, vous aviez, si vous voulez, des châtiments qui étaient spécifiés. Vous aviez des formes de châtiment pour des gens que l'on considérait comme hérétiques et que nous aurions peut-être considéré, que nous considérerions maintenant comme des malades mentaux. Enfin, peu importe. Ils avaient une forme de châtiment pour eux. Il y avait les gens qui étaient atteints de maladies vénériennes et qui, au début, ont été soignés, puis, par une évolution en quelque sorte rétrograde, ont été châtiés à partir de 1550-1560. Les textes sont assez clairs. Et puis, il y a eu, les fous. Les fous étaient, jusqu'à la fin du XVIe siècle, traités de deux façons. Ou bien, disons de trois façons. Ou bien ils étaient traités dans les hôpitaux et soignés comme tels avec les médicaments et les thérapeutiques de l'époque, c'est-à-dire saignés, etc. Ou bien ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés en général dans des sortes de citadelles, dans des tours, les forteresses qui entouraient les villes. Et ils étaient là, on les montrait, c'était des sortes à la fois d'emblèmes de terreur et de répulsion. Et puis, troisième possibilité, bien sûr, ils circulaient à l'état libre. Et on trouve dans la littérature du XVIe siècle et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle beaucoup d'allusions à ces personnages de fous qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres. Au début du XVIIe siècle, quelqu'un qui signait le comte de Permission et qui était un fou célèbre, protégé par les plus grandes familles françaises, vivant à leur crochet, a publié des œuvres qui sont des œuvres de délire, n'est-ce pas ? Je crois justement que l'expérience tragique de la folie est tout à fait caractéristique du théâtre du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Enfin, la folie chez Shakespeare est quelque chose de tout à fait capital. L'intéressant, c'est justement qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, en somme avec Andromaque, on a la dernière tragédie classique qui parle encore de la folie. Et à partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées dans les choses, sont séparées dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible.